Des constructions les plus incroyables de la planète. En dessous de nous, il y a 5 ventilateurs. C'est une structure absolument unique. Personne n'a jamais rien construit de tel auparavant. Aux machines modernes les plus puissantes. C'est l'association ultime du cerveau et de la machine. On redéfinit l'approche du vol humain. Aucune avancée n'aurait été possible sans les grands innovateurs du passé. C'est un bâtiment emblématique, le Chrysler Building. C'est faux de se dire que c'était la voiture la plus rapide au monde. Et ils sont en béton, vous y croyez? Dans cet épisode, le plus grand vaisseau de guerre au monde. Un porte-avions, c'est une ville en mouvement. Un véritable aéroport qu'on peut déplacer à travers le monde. 2 hectares de puissance militaire du dernier cri. Avec la classe Ford, on a vraiment fait un bond en avant de 40 ans en matière de porte-avions. Grâce aux grandes inventions du passé, J'adore l'odeur du kérosène le matin. On continue, on lance le second. Et vous voyez, les 2 trajectoires de vol n'entrent pas en conflit. les ingénieurs sont parvenus à construire l'impossible. Les États-Unis sont réputés pour leur puissance navale. Ils possèdent certains des navires les plus rapides et les mieux armés de la planète. Mais pour parcourir les 360 millions de kilomètres carrés d'océan, il faut plus que cela. Le succès de la marine repose sur son bras aérien. Et entretenir une force aérienne en mer représente un défi technique unique. Un défi que le premier maître Jeremy Stockline connaît bien. Ces eaux doivent être surveillées. On doit y protéger les intérêts américains. La première ligne de la puissance militaire, c'est aujourd'hui l'aéronaval. Et il est très important de pouvoir déplacer cette puissance n'importe où dans le monde. La marine américaine a besoin d'un nouveau type de navire, capable de transporter bien plus d'avions. On entre dans le 21e siècle, on a aujourd'hui de nouveaux besoins, de nouvelles technologies, une nouvelle façon de combattre les forces armées partout dans le monde et de contribuer aux efforts humanitaires nécessaires. La marine américaine a besoin d'une toute nouvelle technologie pour opérer. La solution ? Le porte-avions de classe Ford. Ce porte-avions est le plus grand navire de guerre jamais construit. Il mesure 330 mètres de long, pèse 100 000 tonnes et possède près de 24 étages. Des dimensions sans précédent. Sa vitesse de pointe est de 35 nœuds, ce qui en fait le porte-avions le plus rapide jamais construit. Et il est sur le point d'entrer dans l'histoire. Le premier bâtiment de cette nouvelle classe, le Gerald R. Ford, vient d'être livré à l'US Navy et fait actuellement l'objet d'importants essais en mer. Ce navire abrite des avions et des technologies éprouvées et d'autres dont on n'a jamais osé rêver. C'est le vaisseau le plus impressionnant à bord duquel j'ai pu servir. À Newport News, en Virginie, Jeff Hummel et une équipe d'ingénieurs construisent le deuxième bâtiment de cette flotte de 10 porte-avions, le John F. Kennedy. On y travaille depuis environ 3 ans et on a encore près d'1 an et demi en cale sèche. Après quoi, on passera 2 ans à le tester avant de le livrer. Mike Butler dirige la construction de ces navires modernes. Un porte-avions a 2 missions à remplir, l'une sur le plan humanitaire et l'autre sur le plan militaire. Ce navire est parfait pour tenir ces 2 rôles. Le plus grand vaisseau de guerre jamais construit. Le porte-avions de classe Ford est aussi long que l'Empire State Building et haut. 35 avions sont parqués dans un hangar géant. 3 ascenseurs surdimensionnés permettent de les déplacer. Le pont d'envol est long de 337 mètres. Et il est équipé d'un système de catapultage électromagnétique pour propulser les avions à des vitesses inédites.
La quantité de technologie qui a été injectée dans ce navire va permettre à la marine de mener les guerres de façon moderne. Ce sera le navire le plus performant de la flotte. Mais la création de la plus grande base aérienne mobile au monde soulève de nombreux défis. Comment faire fonctionner un navire de 100 000 tonnes qui transporte 4 500 personnes? Il faut assumer la vie au quotidien. Tous les jours, on lave du linge et on sert 20 000 repas. C'est une petite ville qu'il faut faire tourner. Comment est-il possible de faire décoller des avions sur une piste aussi courte? Le plus grand défi, c'est d'amener l'avion à la vitesse nécessaire pour qu'il puisse décoller. Et de les réceptionner en toute sécurité. Pour l'atterrissage, il faut posséder un important système d'immobilisation. Mais les ingénieurs sont confrontés à un problème encore plus important. Ce porte-avions accueille plus d'appareils que n'importe quel autre bâtiment avant lui. Il faut être capable de gérer 200 décollages et atterrissages par jour. Comment est-ce possible sur un bateau? L'ingénieur Marco Estrada relève le défi. En règle générale, un porte-avions de classe Ford peut accueillir 78-79 appareils. La gestion du pont d'envol est un chaos organisé. Il y a des lancements, des réceptions, des ravitaillements en carburant. Il y a aussi des armes. C'est donc une opération très difficile. Pour accomplir un nombre élevé de missions, il faut que des appareils atterrissent en même temps que d'autres décollent. Un problème insoluble auquel ont été confrontés les innovateurs du passé. Pilote de l'US Navy, le lieutenant Leslie Garcia est une spécialiste des avions, consciente des problèmes de lancement et de réception sur un porte-avions. Il n'est pas rare de voir plus de 20 avions décoller et 20 autres atterrir lors d'une seule et même session sur le pont d'envol. Pilotes et ingénieurs sont confrontés à ces défis depuis des décennies. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a fabriqué des porte-avions plus grands pour accueillir plus d'avions. Mais quand les avions à réaction se sont imposés, la présence d'une seule piste posait un problème. Il était alors devenu impossible de faire décoller et atterrir des appareils en même temps. Pour illustrer les limites de la piste axiale, le lieutenant Garcia fait appel à un club de modélisme. Je suis en train de tracer la ligne centrale d'une piste axiale. Je ne savais pas que j'allais faire de l'exercice pour cette démonstration. La piste unique axiale est parfaite pour le décollage. Mais ensuite... Ils vont décoller, effectuer leur mission, et ensuite ils voudront atterrir. Avec un nombre important de missions, l'atterrissage simultané est impossible. On a le groupe suivant de pilotes qui se prépare à décoller alors que le premier groupe est toujours en vol et attend l'autorisation d'atterrir. Vous le voyez, c'est l'embouteillage sur le pont d'envol. On perd en efficacité. Alors, dans les années 1950, la conception des porte-avions a été modifiée. Aujourd'hui musée flottant à San Diego, l'USS Midway fut l'un des premiers porte-avions américains à être équipé d'une solution révolutionnaire, le pont oblique. C'était l'idée du capitaine britannique Dennis Campbell et de l'ingénieur Lewis Boddington. Ils ont ajouté au pont traditionnel une deuxième piste. L'aire d'atterrissage s'est donc trouvé séparée et les catapultes de lancement placées à l'avant du navire. Lorsqu'il n'y avait qu'une seule piste, c'était des embouteillages incessants avec le lancement des avions à la proue du navire et l'atterrissage à la poupe. Les choses ont beaucoup changé avec le pont oblique. Tout se déroulait de manière plus efficace et surtout de manière plus sécurisée.
Cette modification a permis aux avions du Midway de décoller et d'atterrir en même temps. La piste d'atterrissage est séparée. Si un avion a besoin de redécoller parce qu'il a raté un câble, eh bien le pont oblique lui permet de rester à l'écart du pont d'envol et des avions qui décollent. L'ajout d'un pont oblique permettra-t-il de mettre un peu d'ordre dans cet exercice? Regardez, on en a un qui décolle. Il va faire demi-tour et exécuter des touch and go pendant que les autres décollent. Comme sur le Midway, l'ajout de Campbell et Boddington permet de réguler l'activité sur la piste. Il approche pour atterrir. On lance le second. Et vous voyez, les deux trajectoires de vol n'entrent pas en conflit. L'avion qui atterrit arrive sous un autre angle. On a donc deux pistes d'atterrissage pour le prix d'une. Le porte-avions ultramoderne de classe Ford est lui aussi équipé d'un pont oblique. Mais tandis que le Midway n'effectuait que 89 lancements par jour, ce modèle en réalise plus de 200. Quand on regarde le pont d'envol, 2 hectares, ça peut sembler grand. Mais si on ajoute 50 avions de chasse et environ 100 à 150 personnes qui accomplissent différentes tâches, ça devient très rapidement très petit. Tout ce balai, c'est une sorte de chaos contrôlé. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. 400 mètres. Le pont oblique inspiré par Campbell et Boddington permet à ce porte-avions d'effectuer 25% de sorties en plus par jour par rapport à la classe précédente de porte-avions. Le pont d'envol oblique, c'est un tour de force d'ingénierie. Avec ce pont d'envol, on a un aéroport vivant qui réceptionne des avions et qui peut en lancer simultanément. Sur le John F. Kennedy, deuxième porte-avions de cette classe en construction, c'est l'ingénieur Marco Estrada qui réalise le pont oblique. On se situe actuellement au niveau 1 du navire. Le pont d'envol se situera à quelques niveaux au-dessus de l'endroit où on se trouve. On est donc un peu plus bas que le pont d'envol. Une fois le pont d'envol installé, on aura le pont oblique dans ce sens et l'îlot placé de ce côté. L'îlot ne se trouve pas au même emplacement que sur les porte-avions américains antérieurs. C'est l'une des clés de l'extraordinaire capacité de cette classe à lancer et réceptionner des avions en même temps. Dans la classe Ford, l'îlot a été déplacé de cette zone vers une zone plus proche de la poupe du navire. On a plus de place devant la structure pour parquer des appareils, ce qui permet aux opérateurs de faire le tour des avions plus rapidement. Carburant, maintenance, chargement des armes, tout se déroule plus vite maintenant. Ce type de porte-avions est la solution idéale pour soutenir les opérations aériennes de la marine américaine. L'îlot, relocalisé, prend également moins de place. Cela permet de gagner de l'espace supplémentaire sur le pont. Sous les pistes, les avions sont parqués dans un hangar géant. Des ascenseurs électromécaniques de 25 mètres de long les transportent jusqu'au pont d'envol. Positionnés sur les côtés du navire, ils permettent de manœuvrer les appareils sans perturber les lancements ou les réceptions. Voici donc l'A3, l'ascenseur numéro 3, qui se trouve à bâbord du navire. L'ascenseur est en position haute, vous pouvez le voir. Ces rails de chaque côté permettent à l'ascenseur de descendre vers le hangar et de faire entrer ou sortir nos appareils pour les opérations et l'entretien. Il reste en position haute le reste du temps. La classe Ford porte sans aucun doute à un tout autre niveau le déploiement des avions. À Newport News, en Virginie, a été baptisé le plus grand navire de guerre au monde. Le premier porte-avions de classe Ford, une perle de technologie, fait l'objet d'essais en mer pour s'assurer qu'il sera capable de déployer des avions le plus rapidement possible.
Le porte-avions est une base mobile, une ville en mouvement. On a une ville, une piste d'atterrissage, un vrai aéroport et l'ensemble peut se déployer n'importe où dans le monde. Plus haut que la colonne de Nelson à Londres, plus long que 60 taxis new-yorkais et presque aussi large qu'un Airbus A380. Il peut accueillir jusqu'à 75 avions et 4500 personnes. En cale sèche, le deuxième de cette toute nouvelle classe, le John F. Kennedy, est en cours de montage. Le directeur de la construction, Jeff Hummel, supervise une partie du chantier. Quand on aura fini de le construire, on livrera un navire d'un peu plus de 80 000 tonnes. Lorsque la marine l'aura rempli du personnel, des avions et qu'elle l'aura ravitaillé, c'est près de 100 000 tonnes qui sortiront en mer. Il faudra plus de 1,8 million de kilogrammes de métal et de soudure pour terminer ce navire. Un chantier de cette ampleur soulève d'énormes défis logistiques. La solution est donc de construire les modules du Kennedy séparément. Derrière nous, vous avez la partie inférieure de la proue qui mesure environ 18 mètres de haut et un peu plus de 30 de long. Elle est composée de 7 unités qu'on a construites dans nos aciéries, apportées ici et soudées entre elles. Ensuite, si vous regardez par ici, vous verrez le début de la partie supérieure avec la bordure du pont d'envol qui a cette forme courbée. Tout ça, ce sera la proue du navire. Ces mégastructures ne sont possibles que grâce à une machine incroyable. L'une des plus grandes grues au monde. Derrière moi, il y a notre grue de 1050 tonnes. Beaucoup de gens la surnomment Big Blue. Elle a une capacité de 1050 tonnes. C'est une grue très performante. Elle est montée sur 2 rails qui permettent de se rapprocher ou s'éloigner de l'eau. Les rails sont distants de 160 mètres. La grue mesure près de 70 mètres de haut. Lorsqu'on manœuvre des sections d'acier de 1000 tonnes, il n'y a pas de marge d'erreur. Les 3 palans de Big Blue permettent une extrême précision. Avec cette grue, on fait un seul mouvement grâce aux 3 palans synchronisés. La précision est assez bonne. On peut placer l'unité ou déplacer l'unité à quelques centimètres près. On peut positionner l'unité exactement là où on le souhaite. C'est vraiment génial. Mais une fois en mer, les dimensions du porte-avions posent un autre problème majeur. Pour des missions qui dureront plusieurs mois, il n'est pas question de propulser un bâtiment de cette taille avec des moteurs traditionnels et gourmands. Il y a des inconvénients majeurs à utiliser un moteur diesel. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, pour le ravitaillement en carburant, il faut soit accoster, soit faire appel à un autre navire. Et ça vous rend vulnérable. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi satisfaire les besoins de plus de 4500 membres d'équipage. On a les services de restauration, les réserves, les cabines du personnel. Il y a un tas de systèmes différents sous le pont d'envol. Le navire doit donc subvenir à tous ses besoins. Une nouvelle source d'énergie est nécessaire. Les innovateurs du passé peuvent-ils apporter une solution? Carthagène, dans le sud-est de l'Espagne, pourrait abriter une solution pour la classe Ford. L'ancien sous-marinier espagnol Diego Cuevdo visite la base navale historique d'une nation qui a autrefois régné sur les mers. C'est la marine espagnole qui a permis à des explorateurs célèbres de traverser l'Atlantique pour découvrir le Nouveau Monde. Au début du 19e siècle, la puissance de la marine espagnole s'était peut-être évanouie. Mais en 1888, un appareil a fait son apparition. Voici le sous-marin Peral. Long de 22 mètres, le Peral, premier submersible opérationnel à usage militaire, a changé l'art de la guerre. C'est le premier sous-marin qui a rendu possible la navigation submergée
en naviguant à 10 mètres de profondeur. C'est incroyable. Les ingénieurs espagnols avaient le même problème que celui rencontré par la classe Ford. Comment propulser le Peral lors de longues missions à travers le monde? La propulsion du sous-marin était très difficile. C'était un gros problème. Le choix évident était d'utiliser un moteur à combustion. Mais les gaz d'échappement d'un moteur à combustion seraient mortels dans ce tube d'acier étanche. L'air nous est vital, à nous les marins. Les ingénieurs devaient trouver une solution à ce problème. Le concepteur du sous-marin, l'ingénieur Isaac Peral, avait une solution astucieuse. Pour créer une énergie durable sous les vagues, il s'est tourné vers l'électricité. Et aujourd'hui, Diego a un accès privilégié au cœur du système. Le sous-marin comptait 613 batteries, de ce côté et de ce côté. Chacune d'elles faisait 7 tailles. Le Peral a été équipé de 30 tonnes de batteries rechargeables au plomb. Leur premier rôle, propulser cette structure élancée à travers les profondeurs. De ce côté et de ce côté, il y avait les 2 moteurs électriques. Et puis, ici et là, les 2 hélices. Sur les 613 batteries, 400 n'étaient dédiées qu'aux moteurs. Pratiquement tous les systèmes à bord étaient alimentés par batterie, ce qui en faisait le premier sous-marin vraiment autonome. Le Peral a ouvert la voie aux sous-marins électriques dans le monde entier. Même si le nucléaire a finalement pris le relais, la contribution d'Isaac Peral à la vie maritime est incontestable. Peral n'était pas un ingénieur ordinaire. C'était un excellent ingénieur, l'un des meilleurs. Les batteries du Peral lui permettaient de naviguer sous l'eau pendant quelques heures, avec une autonomie de 132 000 nautiques. La source d'énergie qui alimente la classe Ford lui permet de naviguer durant des mois sans se ravitailler. Les concepteurs ont fait appel à la technologie sous-marine moderne. 2 réacteurs nucléaires. L'un des principaux avantages de l'énergie nucléaire, c'est de réussir l'exploit technique de déplacer un porte-avions de 100 000 tonnes à une vitesse de plus de 35 nœuds. On est en mesure d'avoir 2 hectares de sol américain n'importe où dans le monde pendant 25 ans grâce à l'énergie nucléaire. Les réacteurs nucléaires permettent, grâce à la fission de l'uranium, de produire de la chaleur qui convertit l'eau en vapeur pour faire tourner 4 turbines. Celles-ci font tourner 4 hélices pour propulser le porte-avions de 337 mètres de long. La puissance des réacteurs est telle qu'ils peuvent aussi produire d'énormes quantités d'électricité. Contrairement aux porte-avions qui l'ont précédé, pratiquement tout ce qui se trouve sur ce nouveau modèle est alimenté à l'électricité. Vous avez devant vous un navire électrique. C'est comme une voiture électrique, mais en 100 000 fois plus grand. Sur l'USS Gerald R. Ford, on a une puissance de 13 800 kVA. C'est 3 fois la charge électrique qu'il y avait sur les porte-avions précédents. Ça nous permet de bénéficier des nouvelles technologies à bord. Plus de 3 millions de mètres de câbles électriques fournissent de l'énergie aux 4 500 membres d'équipage à bord. L'USS Gerald R. Ford est une ville flottante. On a à bord tous les services auxquels un civil ou un citadin lambda peut avoir accès. On a un bureau de poste, des gymnases, un restaurant, un service de blanchisserie. On peut donc vivre à bord sur de longues périodes et rester pleinement efficace. À Newport News, en Virginie, une armée d'ingénieurs construit ce qui semble impossible. Un porte-avions de classe Ford, le plus gros vaisseau de guerre jamais construit. Ce porte-avions flambant neuf compte 17 ponts. L'immense pont d'envol s'étend sur 2 hectares.
Un bâtiment conçu pour mener un nombre important de missions dans n'importe quelle partie du monde. Le premier bâtiment de cette flotte innovante vient de rejoindre l'US Navy. L'USS Gerald R. Ford fixe la norme en matière de porte-avions et donne une idée de la façon dont les opérations navales vont être menées. La flotte sera composée de 10 porte-avions colossaux. Le deuxième, le John F. Kennedy, est en cours d'assemblage. Une fois terminé, il dépassera largement les 300 mètres de long. Mais la piste de décollage ne fera qu'un septième de la longueur d'une piste normale. Catapulter un avion sur une si courte distance est un casse-tête pour Gabe Sava. La piste de ce porte-avions sera d'un peu moins de 105 mètres. Le problème, quand il s'agit de lancer un avion d'un porte-avions, c'est qu'on n'a qu'une fraction de la longueur nécessaire à un avion pour atteindre la vitesse adéquate et décoller. Il faut donc qu'on utilise un système de catapultage, un moyen spécial qui permettra de donner à l'appareil la vitesse requise, l'accélération nécessaire pour pouvoir décoller. Autrefois, les catapultes étaient actionnées par de la vapeur, un système qui ne permet pas de contrôler l'accélération. Il serait dangereux pour les avions les plus légers comme les drones sans pilote. Les catapultes à vapeur, de par leur nature même, peuvent entraîner d'importants dommages sur l'avion. De plus, elles nécessitent beaucoup d'entretien et le risque de corrosion est important parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Les ingénieurs de la classe Ford ont proposé une nouvelle solution, une catapulte électromagnétique. Le quartier-maître Daniel Rivera fait partie de l'équipe qui a participé aux essais de lancement. On devait effectuer des essais de poids. On a donc utilisé un gros morceau de métal sur roue pour figurer le poids de différents appareils. On était sur le pont d'envol et on lançait ces poids. Les poids prenaient de la vitesse, décollaient, avant de finir plus bas dans la James River. Caché sous le sabot et les rails de la catapulte, le système électromagnétique de lancement baptisé EMALS utilise l'énergie du navire pour créer une énorme charge électrique. Le système utilise les 13 800 kVA générés par le navire pour alimenter l'équipement. Avec cette énergie, on peut lancer des avions de 0 à 240 km/h en un peu moins de 3 secondes. Pour cette incroyable accélération, une énorme quantité d'électricité est libérée dans une série d'électroaimants positionnés le long de 2 rails de lancement. Une puissante onde magnétique propulse alors l'avion. Avec ce système, la puissance qu'on produit à chaque lancement est beaucoup plus contrôlée, ce qui nous permet de lancer une gamme d'avions plus large. Grâce à un logiciel informatique, on sait quelle quantité d'énergie est nécessaire pour faire décoller tel ou tel avion. Mais parfois, même la puissante catapulte EMALS ne suffit pas à lancer les avions du pont. Le premier maître, Jeremy Stockline, a vécu de près ce genre de situation potentiellement dangereuse. Il y a des moments où on est au milieu d'océan et suivant les conditions météorologiques, l'avion qui a besoin d'être chargé n'a parfois pas assez de puissance pour atteindre la vitesse minimale requise. On a parfois besoin d'un peu plus. Il s'agit là d'un problème qui peut se solder par un désastre. Si l'avion n'a pas assez de puissance, ça peut être catastrophique parce qu'il ne pourra pas décoller et finira tout simplement dans l'eau. Alors comment est-il possible de produire plus de puissance ? Un défi qui a été relevé par le passé. Dan Dickrell se trouve à la base aérienne navale de Patuxent River, dans le Maryland. Le site d'une innovation extraordinaire qui pourrait fournir une solution.
Il s'agit d'un T-38 Talon, un avion d'entraînement de place équipé de 2 moteurs électriques J85. La vitesse maximale est supérieure à 1900 km/h, ce qui est plus que la vitesse du son. Aujourd'hui, le T-38 entre dans le Hush House, une installation où l'on peut observer de très près les performances des réacteurs. Voilà, le T-38 est en place. Le test va commencer. C'est parti. Dan est autorisé à s'approcher à quelques mètres du moteur pour assister à un test qui révélera l'une des clés d'un lancement réussi sur un porte-avions. C'est parti, ça commence. C'est très excitant. Il envoie le carburant. Quand ça débutera, on le saura. Voilà, c'est parti. J'adore ça! J'adore! C'est génial! Vraiment incroyable! Ce spectacle est possible grâce à un système dit de post-combustion. C'était intense! C'était vraiment une expérience intense! J'adore l'odeur du kérosène le matin. C'est vraiment super. La post-combustion, c'est le secret pour produire la poussée, la puissance explosive requise sur le porte-avions. Elle a été inventée il y a plus de 85 ans par Sir Frank Whittle, l'un des ancêtres du moteur à réaction. A Meteor jet plane is ready for an unofficial approach to the sound barrier. Dans les années 1940, l'objectif était de franchir le mur du son. Il fallait augmenter la puissance des moteurs sans en augmenter la taille, d'où l'idée d'une solution radicale. La post-combustion. C'est ici, à l'arrière du moteur. Ça augmente considérablement la poussée sans ajouter beaucoup de poids ou de complexité au moteur lui-même. Dans un moteur à réaction standard, l'air est aspiré, le carburant s'y ajoute, le mélange est allumé et l'avion est propulsé vers l'avant. Whittle s'est rendu compte qu'une grande partie de l'oxygène n'était pas utilisée. Donc, il a ajouté plus de carburant à l'arrière. Cela crée une forte poussée supplémentaire. Lorsqu'on conçoit quelque chose, plus c'est simple, mieux c'est. Et la solution de Whittle est étonnamment simple, mais très efficace. Pour apprécier pleinement l'expérience de la post-combustion, Bud Green, un vétéran de l'armée de l'air, remonte à bord d'un F-100, le premier avion supersonique américain. La dernière fois que j'ai vu l'arrière d'un F-100, c'était il y a 52 ans. Je suis tendu. Enfin non, plutôt impatient. Avec l'impressionnant système de post-combustion de Whittle, il ne faut que quelques secondes pour passer de 0 à 100. Bon sang. À vitesse maximale, l'avion franchit le mur du son. Ah, ça faisait longtemps, la vache. Le tout grâce à une idée ingénieuse. Magnifique. Merci, monsieur. Ah, je l'ai bien senti. On allait à près de 500 km/h. Quand ça se met en route, on sent bien la puissance. Tout d'un coup, on a une vraie poussée supplémentaire. Un vrai coup au derrière. C'était amusant, vraiment. Incroyable. Les avions de classe Ford sont équipés de ce système. L'invention de Whittle leur permet d'entreprendre un éventail de missions plus larges depuis le porte-avions.
Avec des avions équipés du système de post-combustion, on est plus flexible. Cette énergie supplémentaire nous permet d'atteindre la vitesse minimale avec plus de poids. On peut transporter plus de munitions, plus de carburant, tout ce dont on a besoin. Pour réussir le lancement, les avions doivent atteindre plus de 200 km/h en seulement 100 mètres. C'est à l'équipe technique de décider si l'avion aura besoin d'une poussée supplémentaire. Quand un avion se présente à la catapulte, on détermine à l'avance s'il doit être équipé d'un brûleur auxiliaire en fonction du vent de face, de l'armement de l'avion et de son poids. On signalera aux pilotes et à l'équipage sur le pont qu'il y a post-combustion pour que tout le monde soit informé, pour assurer leur sécurité et pouvoir lancer convenablement l'appareil dans les airs. Ce brûleur est un outil supplémentaire à notre disposition pour effectuer ces sorties, faire décoller nos avions et agir sur le terrain plus rapidement. Les porte-avions de cette classe sont les plus grands navires de guerre au monde. Ils éclipsent tous leurs prédécesseurs. Long de 337 mètres et pesant 100 000 tonnes, ce type de navire est pourtant capable d'atteindre une vitesse d'au moins 30 nœuds, grâce à 4 hélices reliées à 2 réacteurs nucléaires. Le deuxième de cette série, le John F. Kennedy, est à quelques mois du lancement. L'ingénieur Jeff Hummel supervise la construction de cette merveille révolutionnaire. Avec la classe Ford, on a vraiment fait un bond en avant de 40 ans en matière de porte-avions. On espère donc que ce navire durera 50 ans. On ne sait pas vraiment de quoi il aura besoin à l'avenir. Pour l'instant, on sait qu'il doit être capable de lancer et de réceptionner des avions et aussi de réaliser différentes missions humanitaires. Le Gerald R. Ford, le premier de ces navires, effectue des essais en mer. Pour répondre à de multiples besoins, il est conçu pour transporter toute une gamme d'avions différents. On transporte des hélicoptères, des avions et d'autres embarcations à bord des porte-avions, afin de disposer d'un arsenal de moyens pour nous permettre d'intervenir. Mais les pilotes et l'équipage sont confrontés à un énorme problème chaque fois qu'un avion revient d'une mission. L'atterrissage d'un avion est certainement l'un des moments les plus dangereux sur le pont d'envol, étant donné la longueur de la piste et la précision exigée. Les pilotes ne disposent que d'un 1/7 de la longueur d'une piste normale pour atterrir et ne pas finir à l'eau. Un pionnier audacieux du passé pourrait-il aider à résoudre ce problème de taille? C'est peut-être difficile à croire, mais ce magnifique biplan pourrait être la clé de ce problème d'atterrissage. Dan Dickrell est en Virginie pour découvrir comment. Ce magnifique avion qui vient de décoller, c'est le Curtiss Pusher. Enfin, une réplique. Il a été construit en 1910 et a volé pour la première fois en 1911. Oh, il est magnifique en plein vol. Aujourd'hui, ça semble une machine très simple, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Le Curtiss Pusher était le premier avion à décoller d'un navire de guerre. Mais le pilote américain Eugene Ely n'était pas satisfait. Il voulait aussi faire atterrir son avion sur un navire. Pour cela, il ne disposait que de 36 mètres. Un problème que ces images illustrent parfaitement. Le biplan a atterri. Il a touché le sol ici et a continué de rouler. Je vais mesurer la distance nécessaire pour un arrêt complet. Si cet avion avait atterri sur le vaisseau d'Ely, il n'aurait pas fallu dépasser les 36 mètres. Et voilà. Comment ça va? Super. On est à combien? 83 mètres. Ah, alors il se serait écrasé sur la superstructure du porte-avions, ou bien il serait passé par-dessus bord. Mais Ely a reçu l'aide de l'ingénieur Hugh Robinson,
qui a eu une idée pour immobiliser son avion. Une solution qui a inspiré les ingénieurs d'aujourd'hui. Robinson a mis au point un système d'arrêt, un système qui a été conçu pour immobiliser l'avion, de la corde et des sacs de sable. Robinson a attaché la corde entre les sacs de sable sur le pont du navire. L'idée était de transférer l'élan de l'avion qui atterrissait dans le poids des sacs. On a ici un tricycle pour représenter le cadre du biplan. Robinson a pris un crochet et l'a fixé au bas du biplan, quelque chose de ce genre. L'objectif était que le crochet se prenne dans les cordes pour arrêter l'avion dans son élan et l'immobiliser. Je vais maintenant essayer de vous faire une petite démonstration. Je prends un peu d'élan. On va voir ce qui se passe. J'aimerais m'arrêter avant de m'écraser contre le mur. Je libère le crochet. Ah oui! Donc, l'élan du tricycle a été complètement absorbé par les sacs de sable. Les frottements des sacs sur le sol ont permis de réduire cet élan. Ça marche vraiment très bien. C'est un système génial. Et en 1911, cette solution simple a permis à l'avion d'Eli de s'immobiliser en toute sécurité sur seulement 10 mètres de piste. Cette innovation a prouvé qu'il était possible pour les avions d'atterrir sur un navire. Ça a ouvert la voie à ce qu'on connaît. Les ingénieurs d'aujourd'hui ont adapté l'ingénieux concept de Robinson. Eli a abordé le navire à une vitesse de 64 km/h. Ces avions arrivent 4 fois plus vite et sont 65 fois plus lourds que le superbe biplan. La solution est un système de pointe, un brin d'arrêt amélioré. Le brin d'arrêt dont est équipé le porte-avions permet d'immobiliser des avions pesant jusqu'à 22 tonnes. Pour cela, il doit être doté de commandes précises de manière à ne pas trop solliciter l'avion. Quand l'avion atterrit, il soulève le câble du pont. Le câble est associé à un système de freinage hydraulique. La tension du câble permet d'absorber le choc et de l'évacuer. C'est un peu le même fonctionnement que pour les amortisseurs d'une voiture. Située sous le pont, la presse hydraulique est une roue immergée dans du liquide. Sa rotation génère des frottements qui permettent d'absorber les 2/3 de l'énergie de l'atterrissage. Le reste de l'immobilisation est contrôlé avec précision par un moteur capable de transformer l'énergie cinétique en énergie électrique, laquelle est ensuite stockée pour des utilisations ultérieures. Ce système d'arrêt est parfaitement adaptable. Lors d'un atterrissage de 2 secondes, l'ordinateur ajuste le système en fonction de la masse de l'avion. Autrement dit, comme avec l'ancien système, on peut immobiliser des avions légers, mais aussi des avions plus lourds. On a la capacité de contrôler activement l'immobilisation. Ce système permet aussi de compenser le fait que l'avion peut être décentré ou excentré. Il est capable de contrôler la tension du câble afin de réduire la quantité de force exercée sur l'avion et ainsi permettre un atterrissage plus sûr. Une façon brillante de faire entrer dans le 21e siècle une innovation inspirée du passé. Ceux qui servent à bord considèrent que ces porte-avions élèvent l'ingénierie maritime vers de nouveaux sommets. Le fait qu'un navire de 17 ponts, 2 hectares et 100 000 tonnes puisse être en service pendant 50 ans, c'est incroyable.
Grâce aux efforts de ses ingénieurs et de ses équipages, ces navires ambitieux modifient le visage de la marine. C'est un immense honneur de faire partie d'une équipe qui se réunit pour mettre sur pied ce grand navire. Ils se sont inspirés du travail des pionniers du passé. Ils sont allés plus loin. Ils ont fait leurs propres découvertes. Et ainsi, les ingénieurs sont parvenus à construire l'impossible. Ce n'est qu'un point de départ, il n'y a pas de limite. Et l'USS Gerald R. Ford est la preuve que rien n'est impossible.